L'histoire de l'expansion européenne vers les Amériques est généralement associée à l'Espagne et au Portugal. Pourtant, dans la première moitié du XVIe siècle, il existait sur la carte du Nouveau Monde un projet unique qui échappait au schéma habituel du colonialisme. C'était Klein Venedig, ou Petite Venise, une colonie allemande située sur le territoire de l'actuel Venezuela, qui exista de 1528 à 1556. Cet épisode est remarquable en ce qu'il constitua la seule entreprise coloniale d'envergure du Saint-Empire romain germanique dans les Amériques et qu'il fut mené non pas par des institutions étatiques, mais grâce au capital bancaire privé. Alors que les monarchies ibériques se partageaient activement des sphères d'influence en vertu du traité de Tordesillas, les terres allemandes se retrouvaient dans une position singulière. Le Saint-Empire romain germanique, véritable patchwork composé de centaines de principautés et de villes libres, ne disposait ni d'une flotte unifiée, ni d'une volonté centralisée pour la conquête de territoires d'outre-mer. Néanmoins, les terres allemandes constituaient le principal centre financier et industriel de l'Europe. C'est ici que prirent forme les plus grandes maisons commerciales et bancaires, dont l'influence s'étendait bien au-delà des frontières de l'Empire. Les banquiers, et avant tout la maison Welser, ne pouvaient ignorer les perspectives offertes par le commerce atlantique. Faute de pouvoir s'appuyer sur une politique coloniale nationale, ils commencèrent à chercher d'autres voies vers le Nouveau Monde, en utilisant leur principale ressource, l'argent. Inscrivez votre nom et rejoignez notre illustre compagnie. L'émergence de Klein Venedig fut le résultat d'une configuration politique unique qui se forma autour de la figure de Charles Quint. En sa personne, les couronnes d'Espagne et du Saint-Empire romain germanique étaient unies. C'était une époque d'une puissance extraordinaire, mais aussi d'un coût tout aussi extraordinaire. Mener des guerres en Europe, lutter contre la réforme et faire face à la menace ottomane exigeait des sommes d'argent considérables, dont le trésor espagnol manqua perpétuellement. La dépendance de Charles Quint envers les prêts des banquiers d'Augsbourg devint le fondement des futures entreprises de colonisation. Les Welser, en tant que principaux créanciers de l'empereur, voyaient dans l'Amérique non seulement un risque, mais aussi la possibilité de profits extraordinaires. Les rumeurs concernant la terre mythique d'Eldorado, regorgeant d'or, attisèrent l'intérêt du capital européen pour les terres inexplorées du bassin des Caraïbes. Lorsque les dettes de la couronne atteignirent un point critique, l'idée surgit de transférer une partie des territoires à l'administration des banquiers afin de régler les obligations en souffrance. Charles Quint accorda à la famille Welser les droits exclusifs d'administrer la province du Venezuela. Elle reçut ce nom en hommage à Venise, un lien qui se retrouvait également dans le nom allemand de la colonie. Formellement, le territoire demeurait sous la suzeraineté de la couronne espagnole, mais en pratique, il était livré à l'exploitation privée. Les Welser obtinrent le droit de nommer des gouverneurs, de construire des forteresses, d'importer des esclaves et surtout de s'approprier la part du lion des métaux précieux extraits. Ceci fut l'un des tout premiers exemples dans l'histoire de la privatisation d'une région entière par une société privée. La mise en place d'une structure administrative commença avec la fondation de colonies, la plus importante étant Coro. La ville était destinée à servir de base pour une avancée ultérieure vers l'intérieur du continent. Ce qui est aujourd'hui la ville de Maracaibo a été fondée sous le nom de Nouvelle-Nuremberg. Les gouverneurs allemands se heurtèrent à de grandes difficultés, un climat inconnu, des maladies et la résistance des peuples autochtones rendaient la vie des colons extrêmement difficile. Néanmoins, les Allemands tentèrent de mettre en place une collecte régulière des impôts et un contrôle territorial en introduisant des méthodes de comptabilité issues des maisons de comtes d'Augsbourg. Les relations avec la population autochtone durant cette période furent marquées par un degré élevé de violence. Les administrateurs allemands, limités par le temps et les ressources, cherchaient à tirer profit le plus rapidement possible. Cela a conduit à la mise en place de systèmes brutaux de travail forcé et à la saisie massive d'esclaves. L'absence d'une stratégie à long terme pour nouer des alliances avec les tribus locales rendait la position de la colonie extrêmement instable. Chaque progression plus en profondeur dans l'intérieur des terres entraînait de nouveaux conflits, qui épuisaient le contingent déjà réduit de colons.
Au cours de plus de 3 décennies de présence allemande au Venezuela, plusieurs expéditions de grande envergure furent organisées jusque dans les profondeurs du continent, accompagnées d'un certain nombre de missions de reconnaissance de moindre ampleur. La principale force motrice derrière ces expéditions était la conviction que le pays d'or d'Eldorado se trouvait quelque part au-delà des chaînes de montagnes des Andes, dans les sources des rivières qui se jettent dans le bassin de l'Orénoque. Les directions de ces expéditions étaient presque toujours orientées vers le sud et le sud-ouest. Les colons quittèrent la côte de Coro et s'avancèrent dans les vastes plaines herbeuses sans limite. Le nombre total de participants à chaque expédition variait de 150 à 500 personnes, sans compter les milliers de porteurs autochtones. Une expédition relativement réussie fut menée par le gouverneur Nicolás Federman. Il ne trouva pas d'or, mais il parvint à traverser la cordillère orientale et à atteindre le haut plateau de Cundinamarca, dans l'actuelle Colombie. Ici, Federman rencontra 2 autres prétendants à ces terres, les conquistadors Quesada et Belalcázar, et parvint à obtenir une compensation financière de la part des Espagnols en échange de l'abandon de ses revendications sur la région de Bogota. Un autre gouverneur, Georg von Speyer, connut un échec total. L'expédition partit en grande pompe. Speyer commandait environ 500 soldats. La campagne a duré 3 ans, et ses participants ont parcouru plus de 1500 km. Le résultat, cependant, fut catastrophique. Plus des 2 tiers de la troupe périrent de faim, de maladies et lors d'affrontements avec les tribus locales. Les soldats revinrent à Coro dans un état d'épuisement total, rapportant seulement quelques fragments d'or qui étaient loin de suffire à couvrir les dépenses de la maison bancaire Welser. Le gouverneur suivant, Philipp von Hutten, passa 5 années entières à rechercher en vain l'Eldorado et fut grièvement blessé lors d'un affrontement avec la tribu Omagua. Pendant qu'il errait dans la jungle, la situation politique dans la colonie changea. Le fonctionnaire espagnol Juan de Carvajal, profitant de l'absence du gouverneur, s'empara du pouvoir à Coro en présentant de faux documents prétendument émis par la couronne. À son retour, von Hutten entra en conflit avec Carvajal, ce qui eut pour conséquence que le gouverneur légitime et son compagnon, Bartolomé Welser, fils du chef de la maison bancaire, furent capturés puis exécutés. Et bien que l'usurpateur ait ensuite été rattrapé par la justice espagnole, cet épisode mit en lumière l'extrême instabilité du pouvoir allemand au Venezuela. À partir des années 1540, la situation des Welser au Venezuela était devenue critique. Les pertes financières s'accumulaient et le chaos administratif s'aggravait. La couronne espagnole, qui se sentait alors déjà plus assurée dans le Nouveau Monde, commença à s'irriter de la présence des détenteurs de concessions privées. Des poursuites judiciaires furent engagées, dans lesquelles les Allemands étaient accusés d'avoir enfreint les lois coloniales, fait preuve d'une cruauté excessive et manqué de zèle dans la diffusion du catholicisme, qui constituait un élément central de la conquête espagnole. La position des Welser s'affaiblissait également au sein même de l'Empire. Les changements dans la politique financière de Charles V et l'intensification de la concurrence entre les maisons bancaires les privèrent de leur soutien d'autrefois. La réponse espagnole fut méthodique. La réduction progressive des droits des gouverneurs allemands et le renforcement de la surveillance exercée par les fonctionnaires royaux préparèrent le terrain à une révision finale des conditions de la concession. Le processus de démantèlement de Klein-Venedig s'acheva en 1556. La couronne espagnole a officiellement annulé les droits des Welser sur la province du Venezuela, transférant l'administration directement au gouvernement royal. L'ère de la domination allemande privée prit fin aussi brusquement qu'elle avait commencé. Les Welser, bien qu'ils aient tenté de défendre leurs privilèges devant les tribunaux, furent finalement contraints de reconnaître leur défaite et de recentrer leurs efforts sur les affaires en Europe. L'existence de Klein-Venedig peut être qualifiée de brève, contradictoire et, en fin de compte, d'expérience coloniale infructueuse. Pourtant, l'histoire de cette colonie montre que les voies de l'expansion européenne étaient bien plus diverses qu'on ne le suppose généralement. Klein-Venedig demeure une part du patrimoine commun du Nouveau Monde, témoignage d'une époque où même les banquiers les plus calculateurs de la vieille Europe étaient prêts à défier l'inconnu pour l'éclat illusoire de l'Eldorado.